C'est parfait. C'est bon? D'accord. Mes très chers, je suis vraiment ravi de pouvoir partager ce grand moment avec vous. Et la chose, c'est comment vous expliquer. Lorsque Dibon Marie m'a dit de venir à Paris faire cette présentation, moi je me suis dit, mais qu'est-ce que les ancêtres souhaitent vous transmettre comme information et comme connaissance? Vous voyez? Donc on peut dire un peu, je me suis ouvert pour être juste un canal de transmission. La chose qui est un peu particulière, c'est que c'est vrai que ces moments-là, c'est vraiment important parce que le fait qu'on soit réunis, on se mûrit en fait des interventions des uns et des autres, mais ça complète aussi les éléments de recherche que nous avons menés. Mais il y a une chose que j'ai voulu, ou que les ancêtres ont voulu aborder, c'est que vous savez, avant, le Sud dominait le Nord. C'est-à-dire que ça n'est jamais arrivé que les Africains aient été dominés par les énergies du Nord. Sauf que depuis le XVe siècle, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Alors, naturellement, cette chose n'aurait pu, à mon avis, se passer qu'à l'ère des poissons, parce que l'ère des poissons est une ère dont la vibration est très particulière. Mais puisque nous en avons pratiquement terminé avec cette ère de poissons, il faut pouvoir comprendre, en fait, quelle est cette problématique des 4 points cardinaux. Vous avez des peuples qui vivent partout à travers la planète, mais qui savent se soustraire de l'énergie dégagée par ces notions de points. Parce que ça paraît totalement étrange de dire que les points cardinaux ont une influence particulière sur la vibration d'un être humain, mais la chose c'est que dans les textes sacrés on en parle beaucoup, et il y a des choses qui sont dites qu'il faut pouvoir, je pense, au moins traiter par l'expérimentation. Donc c'est pour ça que je me suis dit, le but du jeu, c'est d'essayer de voir comment toutes ces choses-là interagissent. Donc comment les ancêtres ont cerné les énergies du Nord. Vous voyez, tout ça naturellement dans le cadre de la célébration de nos humanités classiques, donc habitent les humanités classiques africaines. Chose particulière, effectivement, il y a notre institut en Guadeloupe, c'est que je voulais, parce que Clapopo a raison, la chose c'est que Alain Ancelin a été pour nous un grand inspirateur, parce que ça a été le Diopien, vous voyez, de la Martinique, le grand Diopien de la Martinique, et la chose c'est que tous les médias ont célébré Alain Ancelin, et c'est vrai que nous étions en Guyane quand nous avons appris son décès, et on devait aller après à Martinique, mais c'est quelqu'un qu'on a eu l'occasion de côtoyer. C'est vrai qu'Alain était particulièrement... c'est quelqu'un de très simple et de très humble, qui n'a jamais voulu ni se mettre en avant, ni... Voilà. Mais c'était un bosseur, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup bossé. Et le livre qu'il avait fait, hein, Le refus de l'esclavitude, c'est un livre très intéressant. D'ailleurs, Claire a puisé certains éléments là-dedans. Et c'est vrai que la chose, c'est qu'il s'est attaqué à beaucoup de points névralgiques, donc qui étaient des points à problème dans nos régions, et surtout dans l'académie. Donc c'est pour dire, je dirais, la technicité des débats qu'il a eus, et ce qu'il a souhaité faire avec cette académie qu'il n'a pas toujours suivie, voire des fois qu'il a freiné. Mais la chose, c'est qu'il a su, je dirais, se donner les moyens, notamment au niveau des cahiers caribéens en égyptologie, il a su se donner les moyens finalement pour faire les choses quand même, avec l'aide des ancêtres, même si il y a eu la décision de mettre un terme à ces interventions, de mettre un terme à ces productions, mais il a rebondi en étant capable, par une certaine autonomie, donc académique et une autonomie financière, de continuer à produire la connaissance. Et pour cela, je dirais que Alain Ancelin, vraiment, c'est un grand. Vous voyez, et il restera à jamais un grand, parce que c'est quelqu'un qui nous a tous inspirés, qui a fait un travail extraordinaire sur les Médonnétiens. Chose particulière, c'est que je voulais simplement commencer par la problématique de la confusion. Vous voyez, dans le monde noir, il y a ce qu'on appelle le désordre et la confusion. On le voit souvent, on en parle souvent. Et c'est comme si la situation, elle est indescriptible. On n'arrive pas très bien à trouver quelle est la solution, comment agencer les choses, comment mettre les choses. Pourtant, les choses, voyez-vous, la situation, elle est sérieuse, parce qu'on la voit, cette situation dans les médias. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons oublier quel est le fruit, quand même, d'éléments particuliers de l'histoire, c'est-à-dire cette fameuse conférence de Berlin, où on n'a pas simplement divisé l'Afrique, on a divisé les Africains.
Et c'est la première chose qui a été divisée, ce sont les Africains. C'est-à-dire que là, l'Occident dit, la grande stratégie que nous allons mener, c'est la stratégie de la division. Maintenant, la chose, c'est de savoir quelle stratégie que nous allons faire, nous. Parce que la seule stratégie de valable, c'est l'unité. Vous voyez? Surtout quand les autres ont affirmé leur volonté de diviser. C'est-à-dire que diviser pour faire main basse, mais main basse sur quoi? Sur l'art africain, sur les territoires, sur la culture, sur la spiritualité, sur l'économie, sur le monde professionnel, sur l'alimentation, les systèmes d'alimentation, sur la santé, sur l'éducation. C'est-à-dire c'est une prise, vous voyez, totale. Ce qu'on appelle une domination totale. Elle devient tellement totale que des fois on ne la voit plus. Tellement elle est totale. Parce que vous vous rendez compte que peu importe la filière que vous faites aujourd'hui, c'est un blanc qui vous donne le diplôme. C'est extraordinaire. Comment est-on arrivé à un tel niveau de domination? Donc il faut en tenir compte pour pouvoir en sortir. Chose particulière, c'est que, vous voyez, quand on voit la carte des répartitions des richesses, il y a une chose qu'on ne dit pas, c'est qu'en réalité, c'est une répartition racialisée. Vous voyez, parce qu'on vous dit, avec seulement 17% des habitants, le Nord produit 67% de la richesse mondiale, mais avec 87% des habitants, le Sud produit 33%. Et quand on regarde ça, on voit bien qu'en fait, c'est une économie fondamentalement racialisée. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, on voit que les publicités vont révéler le climat idéologique. Et c'est même pas étonnant de voir certaines choses, vous voyez, qui reflètent justement ce climat idéologique, qui est un climat de pression, qui montre que l'Occident n'a toujours pas abandonné son projet. Un projet de division, un projet de prédation, un projet de domination. Et chose particulière, c'est que l'école devient un problème. Pourquoi l'école devient un problème? Parce qu'à cause du paradigme, la jeunesse africaine devient hermétique à sa propre pensée. Parce qu'elle cherche, dans le paradigme occidental, des équivalents de sa pensée pour comprendre la pensée africaine. Or, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent. Donc, on tourne en rond dans le cerveau, alors que le but du jeu, c'est de faire table rase du paradigme occidental et de montrer vraiment une technostructure pour comprendre les fondements de la pensée africaine. Et c'est ça la problématique de fond, c'est-à-dire que la chose devient d'autant plus compliquée qu'on forme des noirs à grande échelle qui sont blancs à l'intérieur et qui deviennent hermétiques à leur propre pensée. Et donc, la chose devient un petit peu plus compliquée. Et c'est pour ça que quand Claude dit qu'il faut retourner au pays, il faut aller dans le bois sacré, il faut voir véritablement est-ce que ce qui est dit là est conforme à ce qui se passe là-bas. Parce que c'est là où vous allez voir qu'en fait tout ça n'est qu'une grande manipulation. Maintenant, chose particulière, voyez-vous, c'est qu'il ne faut pas perdre le Sud. Parce que le problème de toute cette domination, c'est de nous faire perdre le Sud. Et il ne faut pas perdre le Sud. Donc il faut prendre le temps de la méditation, se calmer et comprendre une chose qui est très simple. Moi, je regarde au pays, quand il y a un problème, le vieux ne va pas dire que, tiens, il y a des bêtes qui sont rentrées et qui ont mangé ses cabris, ou qu'il y a des bêtes qui sont rentrées et qui ont mangé ses poules. Il dit, j'ai un problème avec ma barrière et ma barrière, elle est cassée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il organise les choses pour réparer la barrière. Parce qu'il sait que quand il sera parvenu à réparer la barrière, eh ben, les bêtes qui sont dans l'enclos ne pourront plus sortir et les bêtes qui sont à l'extérieur ne pourront plus rentrer. C'est un peu ça aussi le poulailler, c'est-à-dire que le poulailler est percé, les poules sortent, les animaux rentrent pour manger des poules, mais dès qu'on a réparé le poulailler, le problème est terminé. Le problème, c'est que on n'a pas un problème de racisme, en fait, en fond. On a un problème, c'est que notre barrière, elle est cassée. Et comme la barrière est cassée, tous les prédateurs humains passent par là pour nous attaquer ou pour nous insulter ou pour nous traiter de tous les maux. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas besoin d'être aimés. On doit forcer le respect. Est-ce que vous voyez l'affaire? Je pense que la bataille de l'amour, il faut laisser ça tomber. On ne veut être aimé de personne. D'accord? Non, il faut se le dire clairement. Nous, on n'est pas là pour être aimé, on ne veut même être aimé de personne. Mais la chose, c'est qu'il faut le respect. Mais le problème du respect, c'est que si nous, on ne se respecte pas nous-mêmes, on ne pourra jamais se faire respecter par les autres. Vous voyez? Il faut d'abord, le respect commence par nous-mêmes, vis-à-vis de nos cultures, de nos traditions, de nos spiritualités, de tout ce qui nous concerne. Il faut qu'on en parle avec respect. Et quand on n'a pas compris, on prend le temps d'aller voir quelqu'un, au lieu de raconter des histoires,
et des bêtises, d'aller voir quelqu'un qui sait et de lui poser des questions. De lui demander, voilà, j'ai pas compris telle chose, est-ce que vous pouvez m'expliquer telle chose? Parce que ce qu'il y a de particulier, c'est que ceux qui médisent nos ancêtres dans leurs documentaires ou dans leurs livres, en réalité connaissent très bien la valeur de nos ancêtres. Et comme ils savent qu'eux détiennent des clés qui peuvent nous faire sortir du monde de prédation dans lequel nous sommes, donc ils nous en écartent au maximum. Mais c'est nous à comprendre, finalement, mais à quel jeu chacun joue. Et c'est pour ça que, voyez-vous, la première chose, c'est comment les ancêtres ont affirmé la préscience du Sud. Déjà, vous voyez, par une chose très simple, l'orientation. C'est-à-dire que ce sont des gens qui tournaient le dos au nord et qui regardaient vers le sud. C'est-à-dire nos ancêtres s'orientaient vers le sud. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Vous voyez, c'est-à-dire que pour eux, le centre névralgique, leur berceau, vous voyez, là où ils puisent les énergies, c'est dans cette direction-là, dans le sud. Et que le nord représente une opposition par rapport au sud. Et donc, ça a été tellement fort que les cartographes, par exemple, arabes, vous voyez, par exemple, ici, une carte de 1150, eh bien, ont pris finalement cela des ancêtres et ont représenté un monde en donnant la préscience au sud. Vous voyez, c'est le cas de ce cartographe arabe qui a fait une deuxième carte ici, vous voyez, qui est à l'Idrissi en 1154. Et on voit que vous avez le Nil ici, c'est-à-dire l'Afrique est ici et l'Europe est là. Vous voyez, donc c'est ce qu'ils appellent la carte inversée, mais en fait c'est la carte dans le bon sens. Puisque avant les cartes étaient comme ça. Vous voyez, vous avez Framoro, vous avez toute l'Afrique qui est ici, vous avez l'Espagne, ici on reconnaît l'Italie. Vous voyez, donc c'est-à-dire que le sud a la préséance par rapport au nord. Et chose particulière, même des Français, vous avez ici Pierre Desselier, vous voyez, en 1550, qui représente cette carte-là en donnant la préséance sur le sud. Et même il y en a un autre d'ailleurs ici, vous voyez, donc Nicolas Desbiens, on est en 1566, qui fait la carte toujours en donnant la préséance au sud. Mais il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que le Ptolémée, lui, vous voyez, en 125, avait déjà donné la préséance au nord. Parce que son projet politique, c'était le nord. Hein, le projet idéologique était orienté vers le nord. Et il ne faut pas oublier que les idéologies aussi, telles que l'idéologie chrétienne, qui a pris son berceau surtout dans le monde romain, avait divisé le monde entier, donc en trois parties, avec l'Europe face à l'Afrique et l'Asie. Donc ils avaient donné à l'Asie la préséance, en disant que ça représente l'Orient, mais ça représente le lieu d'où est venue leur connaissance religieuse et spirituelle. Donc voilà comment les choses se sont organisées. Mais la chose, c'est que il y a eu cette fameuse migration sud-nord qui a impulsé la civilisation. C'est-à-dire cette migration sud-nord, on la voit justement dans l'orientation de Kemet, c'est-à-dire de Tanetcher, qui est pratiquement la région des Grands Lacs et même au-delà, avec Tasseti qui représente la terre du Soudan, vous voyez, la terre de Nubie, et Tamérie qui représente l'Égypte. C'est tout cet ensemble-là qui va véritablement conceptualiser l'idée de ce grand État unifié, puisque ce n'est qu'à la 12e dynastie qu'on va voir ces ostrices mettre une frontière qui n'existait pas avant. Mais chose particulière dans tout cela, c'est que la réalité archéologique donne raison. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé à Kostoul, regardez, Kostoul c'est en dessous donc d'Assouan, vous voyez, c'est extraordinaire de voir comment c'est en plein Soudan qu'on a trouvé un artefact, vous voyez, donc ça c'est des fouilles de l'UNESCO, où on voit déjà, vous voyez, comme dit Bruce Williams ici, c'est un fait étonnant, c'est-à-dire avant l'apparition de la royauté pharaonique sur le territoire même de l'Égypte, on a déjà un artefact qui est un encensoir, donc l'encensoir de Kostoul, où on voit déjà un souverain avec tous les archétypes de la royauté pharaonique. Donc quand les ancêtres disent qu'ils ont effectué une migration du sud vers le nord, ben, on a des éléments archéologiques qui montrent vraiment, vous voyez, ici on parle de moins 3500, on a des éléments probants qui montrent bien que cette migration a eu lieu et qu'à un moment, il y a eu quoi? Eh bien, à un moment, il y a eu ça, mes très chers. La formation de l'État égyptien, comme dit Bernard Menu, n'est pas l'effet de hasard, mais l'effet de la volonté. Voilà. L'effet de la volonté des Africains. Vous voyez l'affaire? L'effet de la volonté. C'est ça qui est important. Vous voyez? C'est-à-dire que là, on a décidé de conquérir. Donc ça, c'est important. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc vous voyez, de ce sud-nord, de Kostoul, les souverains vont remonter dans la région de Nagada, et c'est de Nekel que Narmer va partir pour fonder Mennefer, donc Memphis, où il y aura sa capitale. Donc vous voyez qu'ils disent, bon, dynastie 0, on ne va pas revenir là-dessus,
puisque effectivement c'est une supercherie, mais ce qui est important, c'est que c'est une décision africaine, avec des savoirs africains, et une stratégie africaine qui va être mise en œuvre, et qui va faire que le Sud va décider de conquérir le Nord. Voyez-vous? Et qui a fait ça? Mais on le sait, ce sont des ancêtres glorieux qu'on appelle les Yunou, et qui ont laissé dans les noms des grandes villes, des grandes cités, voyez, leur nom. C'est-à-dire que quand on voit le pilier You, le Vaznou, on retrouve dans le nom de Yunou, qui est le nom autochtone d'Héliopolis, effectivement cette graphie, Younet Dendera et même Esna, voyez, on voit bien que le pilier You est un marqueur du peuple qui a initié cette civilisation en venant du Sud. Donc là, on a quelque chose d'extraordinaire, parce que on voit bien qu'ils disent quelque chose de cette décision qu'ils ont prise à un moment. Chose particulière, c'est que quand ils sont à l'article de la mort, ah ben là, ils redescendent vers le Sud. C'est impressionnant. C'est-à-dire que quand il faut enterrer le souverain et les personnages importants, ah ben on quitte Memphis, on redescend à Abydos, c'est-à-dire on redescend dans la grande région de Nagada. Et toutes les tombes, regardez, on a le nom de toutes les tombes ici, ce sont les tombes des souverains qui se sont fait enterrer, voyez-vous, dans le Sud. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire que ce Sud a toujours la préséance sur le Nord, parce que quand on a fini son cycle de vie, on revient dans le Sud comme pour se ressourcer et passer, je dirais, dans l'autre monde. La chose, c'est comment les ancêtres sont parvenus à neutraliser les forces hostiles du Nord quand ils ont décidé de la conquête. Alors, on parle de souverain particulier qui est Narmer, donc fondateur Otey-Négri de la presse même occidentale, qui a légué beaucoup de documents, dont la palette, donc cette tête de calcaire, et aussi, chose particulière, voyez-vous, ce grand Narmer qui est parti donc, de Neken pour aller vers Mennefer en 3200 de l'ère ancienne africaine. Il a légué un élément, un artefact qui est la tête de massue. Donc sa tête de massue donc, dit un certain nombre de choses. Et c'est là que ça devient intéressant de regarder ce qu'on peut trouver sur la tête de massue. Sur la tête de massue, on a le souverain qui porte la couronne rouge. Ça veut dire qu'il a déjà finalisé la conquête au nord. Donc c'est quelque chose de réglé. Il est dans son naos et chose particulière, voyez-vous, c'est que son nom est déjà mentionné dans le Sérec. Vous voyez, le Sérec, donc on a le nom de Narmer, donc le poisson nar, et le burin-mer. Bon, chose particulière, voyez-vous, c'est que on a ici un égrégore protecteur qui a été, qui est beaucoup plus ancien, mais dont le culte a été refondé à Nekab, qui est devenu El-Kab par la suite. On a ici donc ce qu'on appelle un génie tutélaire, donc qui est, je dirais, Hérou, Netcherou des protecteurs, donc en tant que Semchouhor, qui est, je dirais, très important parce que ses fondements sont dans les néades d'Héliopolis. Donc c'est vraiment une force protectrice particulière qui s'est associée à la défense des valeurs de la royauté. Et chose particulière, ici, on a, parce qu'on est à l'ère du taureau, donc on a ce rappel, vous voyez, à travers la vache sacrée Bat et son taureau sacré, donc la présence du taureau qui n'est absolument pas anodine. Parce qu'il faut bien comprendre que ces choses-là se passant à l'ère du taureau, il y a des forces cosmiques et telluriques qu'il faut pouvoir associer dans le cadre de la conquête. Il y a cette chose-là, vous voyez, les portes totems, qui représenteraient les 4 points cardinaux. Mais ces 4 points cardinaux-là sont extrêmement importants quand vous êtes ressortissant d'un territoire. Parce que les 4 points cardinaux sont des zones, moi je vois par exemple pour la Guadeloupe et la Martinique, par exemple la Martinique a 4 serpents, ces 4 serpents sont des marqueurs des 4 points cardinaux. Et ce sont des marqueurs pour ce qu'on appelle les béquets, qui sont des serpents ésotériques chargés de défendre les intérêts qu'ils ont dans le pays, mais placés aux 4 points cardinaux. En Guadeloupe, on a la même chose. On a exactement ces 4 points cardinaux qui sont marqués par 4 dragons. Chose particulière, on a des souverains qui sont ici, mais qui reconnaissent la victoire de Narmer et qui viennent faire allégeance pour se placer sous son autorité. On a encore ici, vous voyez, le rappel du Bénou. Donc c'est bien parce que Dibombari va pouvoir en parler aussi, qui est posé ici sur un saint des saints, c'est-à-dire un naos divin, avec de l'eau bénite qui est posée sur un tréteau, vous voyez. Et chose particulière, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de pupitre ici,
qui permet justement au Bénou de délivrer un message. Vous voyez, il faut savoir que le Bénou était particulièrement adoré au temple d'Ionou, donc à Héliopolis, et dans le livre de la résurrection, donc les textes des pyramides, il est dit « Je suis l'oiseau Bénou, âme cœur de Ré, le guide des Netchirou vers la droite ». Donc ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a une équation ésotérique qui fonctionne, qui est déjà normalisée avec des rituels. Vous voyez, on a chose particulière, vous voyez, puisqu'on a la Douaour, qui est la barbe de grand initié. On a ici donc un égrégore, donc qui est un génie tutélaire, donc un Netchirou puissant, issu même de la gestation de l'Énéade d'Héliopolis, qui se charge de la protection ésotérique du roi. On a ici la déesse Vautour, donc un Ekbet, qui est un égrégore puissant, qui se charge aussi de la défense du roi, et le rappel donc de la puissance solaire de l'ère du taureau. Chose particulière, c'est que si on revient à l'encensoir de Kostoul, on va voir que, on a effectivement le rappel de la force cosmique à travers l'ancêtre de la déesse Nekbet. On a donc ici Nekbet posée sur un étendard, elle incarne la force cosmique. On a ici Hérou, d'accord, posé sur le Sérec, qui est donc, et là on est à Kostoul. Donc ce qui montre bien que les savoirs de ce qu'on va voir apparaître à Younou, dans le temple d'Iyounou, dans le nord, sont des savoirs très anciens. De toute façon, tout le monde sait que pour arriver à un tel corpus à cette période-là, c'est que forcément les savoirs ont été élaborés des milliers d'années antérieurement. Chose particulière, voyez-vous, c'est que le souverain porte déjà la couronne blanche, la Hedjet, et il a la Douaour, qui est donc la barbe de grand initié, et il tient même le Nekaka, qui est un sceptre royal. Chose, voyez, particulière encore, c'est qu'on a le babouin, qui représente la connaissance djéouti, mais sous sa forme de totem tellurique. Donc c'est important de voir ça, pourquoi? Parce que si vous prenez ce qui va naître après, c'est-à-dire, parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut noter, c'est que les souverains ne portent pas l'uréus. Vous voyez, si on regarde les choses à cette époque-là, l'uréus n'est pas encore là, mais les forces que manifestent les uréus sont présentes sur les artefacts. Maintenant, quand on arrive sur, je dirais par exemple, ce masque d'or de Toutankhamon, on voit que vous avez dans la sécurisation ésotérique de la conquête, vous avez ici la force cosmique Nekbet, vous voyez, qui est placée donc, au niveau du haut du front, donc au niveau de l'Oudjat. Donc c'est une force cosmique. Et vous avez ici Wadjet, qui est le cobra femelle, qui va représenter donc, le nord en tant que force tellurique. On a ici la Douaour qui représente celui qui connaît les rites et qui a été initié, donc qui connaît la relation entre le visible et l'invisible. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le phare bleu, parce qu'au Togo, j'ai eu l'occasion d'avoir un initié qui m'a parlé de la réalité de ce phare bleu, qui est un phare bleu extrêmement important quand on a la situation du souverain, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec de la beauté en fait, c'est un phare qui a une portée ésotérique très puissante quand on est souverain. Donc ça fait que sur ce plan-là, on voit qu'il y a toujours cette volonté de rappeler le lien entre force tellurique et force cosmique. C'est-à-dire à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui représente une puissance tellurique et toujours, vous voyez, un égrégore, une force ésotérique qui représente la puissance cosmique. La chose, c'est qu'on le voit partout. Vous voyez, quand on prend la force cosmique Nekbet, qui est ici sur la fleur de lys, et que vous prenez la force tellurique Wadjet, qui est ici sur la fleur de papyrus, on le voit ici sur les murs. Et vous voyez qu'elle porte justement les couronnes, et vous avez le souverain au milieu. Mais on le voit aussi dans le couronnement. Dans le couronnement, vous avez les deux déesses qui sont toujours présentes et qui donnent au souverain le fluide, mais directement dans son oudjat. Et chose particulière, voyez-vous, c'est que vous avez la couronne blanche Hedjet, qu'on a vue depuis l'encensoir de Kostoul, qui est la couronne blanche qui manifeste le pouvoir du roi sur la Chemaou, donc c'est-à-dire le sud, et vous avez la décherette qui manifeste la même chose, le pouvoir du roi sur le nord, c'est-à-dire sur Méou, et au milieu, vous avez le roi qui porte la double couronne, c'est-à-dire le Sekemti. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ces choses-là? C'est-à-dire que on a une couronne qui est une puissance ésotérique, qui va représenter les énergies d'un territoire,
et on a une couronne qui représente les énergies, les mêmes énergies, mais du territoire au nord. Et quand on associe ces deux énergies et que c'est mis sur le chakra couronne, il faut oublier qu'il y a le chakra couronne du roi, on va donner à ce chakra couronne un taux vibratoire extrêmement élevé, qui va lui permettre, en modifiant, comme disait Clapopo, son intensité vibratoire, de pouvoir voir au-delà de la vue, vous voyez l'affaire, de pouvoir entendre au-delà de l'audition, et de pouvoir comprendre au-delà de la compréhension, ce qu'on appelle des fois simplement l'esprit de discernement. Mais là, on voit même que même dans les graphies, vous voyez, Nisut Biti, on retrouve encore le jonc qui représente le sud, avant la baie qui représente le nord. Donc, c'est-à-dire que dans tout ce qu'ils ont fait, ils ont toujours montré que la puissance se trouve dans le sud. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et qu'ils avaient la capacité d'aller puiser dans ce sud cette puissance-là et de s'associer aux forces du sud et de les placer toujours avant les forces du nord, donc les forces cosmiques. Chose particulière, c'est que la notion de force tellurique, vous savez, pour résumer, c'est que la Terre est au centre d'un vaste champ vibratoire harmonique composé de deux forces. Il y a la force cosmique et la force tellurique. D'accord? Si on prend la force cosmique, c'est très simple. Il y a des émanations électromagnétiques qui viennent du flux stellaire, c'est-à-dire les flux de noyaux atomiques, des particules, des ions, des électrons, qui circulent en permanence, même s'il y a le bouclier donc de la Terre électromagnétique, il y a quand même des particules qui passent. Et ces particules, qui sont des particules solaires, galactiques, extragalactiques, traversent le champ magnétique terrestre et interfèrent avec tous les êtres. Vous voyez? Donc que ce soit, je dirais, les êtres végétaux, les animaux, mais de toute façon, vous voyez, les roches, les bâtiments, tous les objets sur Terre sont de toute façon interfèrent avec donc toutes ces particules extragalactiques d'une façon générale. La force tellurique, maintenant, c'est qu'il ne faut pas oublier que le centre de la Terre, c'est du métal. Et que le bouclier, en fait, c'est un bouclier qui... Alors, c'est extraordinaire parce que le champ électromagnétique rentre au nord et sort par le sud. Donc, c'est ça qui est impressionnant, c'est de voir que... Et c'est en permanence. Et ce champ tellurique, donc la force tellurique qui émane de la Terre, depuis la croûte terrestre, de nombreux courants et rayonnements énergétiques s'entremêlent, se complètent, s'entrechoquent, selon des lois naturellement particulières. Et ces activités alimentées par le noyau central de la Terre sont d'ordre tectonique, électrique, électromagnétique, hydrodynamique et compagnie. Elles proviennent des tensions diverses qui s'exercent depuis le centre en fusion. Donc, de toute façon, quand on est sur Terre, rien ne peut échapper aux forces cosmiques et telluriques, pour la simple et bonne raison que, vous voyez, le champ magnétique sort de l'hémisphère sud, entre par l'hémisphère nord, vous voyez. Le champ magnétique terrestre est généré par les mouvements des parties liquides et solides du noyau de la Terre, et le pôle nord et le pôle sud géographique marquent la rencontre de l'axe de rotation de la Terre avec la surface du globe. Donc de toute façon, ces énergies-là, on ne peut pas y échapper. Maintenant, chose particulière, c'est que la force cosmique et la force tellurique s'entremêlent. Et de toute façon, l'homme a pour objectif d'être en permanence relié avec les deux forces. D'accord? Donc la force cosmique qui représente tout ce qui est stellaire en provenance de la galaxie rentre en connexion avec la force tellurique qui est la Terre, la matière, et devient donc qui provient du centre de la Terre. L'énergie cosmique est considérée comme étant de polarité positive, tandis que celle de la Terre est conçue comme une polarité négative. C'est très important ce que je dis, parce que qu'est-ce que les ancêtres ont compris, même quand on fait l'adoration du Cap? C'est-à-dire que les cellules ont besoin d'être régénérées en énergie. Et les particules que, par exemple, qu'émet le Soleil, ces rayons de Soleil sont en fait des particules, des grains de lumière qu'on appelle des photons, qui sont en réalité des grains d'énergie. Et ces photons, qui sont des grains d'énergie positifs, rentrent en interaction avec l'énergie électromagnétique terrestre qui est négative, et c'est ça qui fait que les cellules sont alimentées en énergie. Parce qu'il faut savoir une chose qui est quand même évidente, c'est que l'homme est une machine qui a besoin d'énergie, qui a besoin d'intensité électromagnétique pour fonctionner. Mais si le téléphone portable, on branche dans la prise de courant, il faut bien que l'homme soit branché quelque part. Parce qu'à un moment, je dirais, toutes ces batteries seraient fatiguées. Mais la chose, c'est que des choses qui étaient très évidentes, même pour ma grand-mère, quand on fait des études, ce sont des choses qui nous passent complètement au-dessus de la tête. Et c'est lorsqu'on commence à voir qu'on a des problèmes de santé,
qu'on réapprend à marcher pieds nus, c'est-à-dire à se reconnecter avec vous voyez, les choses de la nature, avec la terre, de manière à recevoir à nouveau donc son énergie pour réalimenter nos cellules qui commencent à s'affaiblir. Donc, mais le rapport, il ne faut pas l'oublier, c'est un rapport de 70-30. C'est ce qui est extraordinaire. Donc on constate encore que les deux forces se rencontrent et se mettent en équilibre. Elles favorisent la création de champs énergétiques puissants propices aux êtres vivants. Vous savez que ce que je vous dis là, c'est extrêmement important. Et je vais vous expliquer justement pourquoi. Parce qu'il y a ce qui s'est passé, c'est-à-dire la conquête à l'ère du taureau. On connaît la rotation du zodiaque, c'est 365 jours, 12 mois, et le soleil qui fait à peu près un mois dans chaque constellation. Quand on rentre, donc ici on a justement le nom des signes du zodiaque dans la tradition des anciens, donc écrit en bédou. Mais chose particulière, comme disait Clapopo tout à l'heure à propos de la précision des équinoxes, vous voyez ici on dit que c'est Hipparque de Nicée qui en 150 donc, aurait découvert, donc en 150 de l'ère ancienne, africaine aurait découvert cette notion-là. Bon, c'est totalement faux puisque Diodore de Sicile en parlait à propos des Nochides de Chios, vous voyez, et qui disait qu'il tenait cette connaissance-là des Égyptiens. Et ça, c'est 450 ans, vous voyez, 300 ans avant Hipparque. Vous voyez, les Européens eux-mêmes s'entremêlent les pinceaux quand ils veulent s'octroyer un peu vite des connaissances, alors que les choses, c'est qu'il y a des Grecs quand même qui ont donné suffisamment d'éléments dessus. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, parce que là, pour pouvoir montrer avec la nutation et la précession, ce qu'il faut retenir, c'est que si on considère que la Terre est une toupie, on tire une droite, ça prend à peu près 26 000 ans pour faire le grand tour. Et la chose, c'est que dans ces 26 000 ans, eh ben, il y a 12 constellations dans lesquelles le Soleil va rester environ 2150 ans. Bon. Chose particulière, c'est qu'au moment où tout ça se passe, c'est-à-dire avec Narmer et les précédents Senchouba, nous sommes à l'ère du taureau. Et chose particulière, vous voyez, l'ère du taureau, quand vous tirez la droite solaire, vous tombez sur Scorpion. Donc le taureau est masculin et le Scorpion est féminin. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que sur la massue du souverain qu'on a appelé Scorpion, vous avez effectivement, regardez le Scorpion, et vous avez le rappel ici de la queue de taureau. Et tout ça, nous sommes en plein air du taureau. Vous voyez? Donc, il y a une cohérence parfaite. Il fait un rituel agraire. Maintenant, il fait le rituel agraire. Regardez, à cette époque-là, le soleil est dans la constellation du taureau. Donc, le souverain, qui est le fils du ciel, est représenté sous la forme du taureau. Mais la divinité suprême elle-même est représentée sous la forme du taureau. Donc, quand on dit, par exemple, quand les Noirs sont témoins de Jéhovah, on dit que vous avez fait l'adoration du taureau. Il faut arrêter de raconter des bêtises. Nous sommes un peuple très ancien. Nous avons connu, vous savez, à cette époque-là, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas d'arabes, il n'y a pas de chinois. Nous sommes en train de manifester des choses que nous avons connues, mais nous sommes les seuls à avoir connu ça. Il ne faut pas que deux imbéciles arrivent et nous racontent des sornettes. Parce que le problème, c'est qu'on a un problème d'ignorance. Vous voyez? Parce que ces choses-là, ça n'a rien à voir avec le vaudou, avec des histoires comme ça. C'est-à-dire que vous avez un phénomène d'apparition de la civilisation qui se fait à un instant T avec un niveau de connaissance qui dépasse l'entendement. Pour moi, la précession des équinoxes reste la plus grande découverte des ancêtres. Parce que si vous savez comment c'est quelque chose de complexe, moi qui passe tant de nuits dehors à observer ce phénomène-là, je trouve que quand même, il y a quelque chose de très grand dans la faculté qu'ils ont eue, non seulement de se connecter par la vibration au système stellaire, mais en plus d'en dégager les lois. Mais ce n'est pas tout. D'en faire des équations mathématiques. Qui recèlent quoi? L'équation mathématique a pour vocation de maintenir un secret. C'est quoi le secret? La vibration. Vous voyez l'affaire? Parce que chaque planète émettant une vibration, c'est de là que viennent par exemple les jours de la semaine, c'est de là que viennent les notes de musique do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc la chose c'est que regardez, le scorpion représente l'eau, et quand vous tirez la droite, eh ben, vous avez le taureau qui représente la terre. Cohérent, le souverain fait un rite agraire avec la haute-mer. Vous voyez, donc effectivement, on a une association énergétique où là le féminin, donc c'est-à-dire la divinité féminine, incarne l'énergie du scorpion avec l'eau, et la divinité masculine incarne l'énergie donc de la terre. Chose particulière, sur la planète du roi Narmer, on voit exactement les mêmes choses, c'est-à-dire que Narmer est représenté sous la forme du taureau, puisque nous sommes à l'ère du taureau. Donc c'est totalement normal, c'est totalement logique. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit sur la palette de Narmer? On voit la Hedjet.
donc qui est la couronne blanche, vous voyez qu'il n'a pas d'Uréus. Mais la chose, c'est que les forces telluriques cosmiques sont représentées. Vous voyez, même ici, sur la couronne rouge, la décherette, il n'y a pas d'Uréus. Donc, la chose, c'est important de le noter. Mais ce n'est pas pour autant que ces forces-là n'existent pas, parce que Hathor va représenter la force tellurique sous la forme de quoi? Ben, de la vache, on est à l'ère du taureau. Donc, je dirais, c'est évident d'avoir une vache qui va être perçue comme étant nourricière. Donc, on est à Bat, qui est l'ancêtre d'Hathor, qui va fusionner avec Hathor après, déesse céleste de la fertilité, et le culte, notamment, se trouvait à Séchès. Et elle est la protectrice du souverain. Parce que le souverain entame une migration, mais il faut s'assurer que tout le bonheur du peuple pourra être sécurisé. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'emmener les gens comme Moïse qui va dans le désert, et les gens lui demandent qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu manges, en mange quoi, en bois quoi. Est-ce qu'on veut la faire? Là, l'armère, c'est quelque chose de sérieux. Donc, il a préparé les choses avec des grands initiés. Chose particulière, vous voyez, on a ici, donc toujours, vous voyez, l'égrégore, donc le Netchirou de l'Énéade, Hérou, qui est dans l'action avec le roi. C'est-à-dire qu'il participe à la protection du roi en aidant à la mise en œuvre du projet, de la constitution de quoi? De l'État-royaume pharaonique. Parce que c'est un royaume qui a fonctionné comme un État. Et chose particulière, vous voyez qu'il neutralise les forces hostiles au projet. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du contraire de la maths. Donc il va neutraliser, vous voyez, avec cette espèce de corde qui sort du nez donc, de l'ennemi, c'est-à-dire il va neutraliser ceux qui sont contre ce projet d'unification, je dirais aussi d'administration de territoire, qui est quand même extrêmement vaste au moment où il entreprend ce projet. Chose particulière, c'est que ce taureau européen, vous connaissez les Européens, ils ne pouvaient pas rester sans récupérer d'une façon ou d'une autre cette affaire de taureau. Et comment ils l'ont récupéré? Vous voyez? Eh bien, ils l'ont récupéré dans l'histoire d'Europe. Vous voyez, dans la mythologie grecque, cette constellation représente la métamorphose de Zeus pour enlever la fille du roi de Phénicie, Europe. Parce qu'effectivement, il s'est transformé en taureau. Mais quelle est la particularité de ce taureau? Vous voyez que ici, vous avez l'écliptique, c'est-à-dire la ligne que suit le soleil, ce que les ancêtres appellent la voie navigable de Ré. Eh bien, vous savez, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, nous, en Guadeloupe, en Martinique, on a eu beaucoup de problèmes au mois de mai. Mais toujours vers la fin du mois de mai. C'est-à-dire, vous voyez, le 27 mai, et puis toutes les dates de mai, les grandes révoltes, les grandes tueries, les grands problèmes avec le colonialisme, c'est le mois de mai, le mois de mai, le mois de mai, le mois de mai. Quand vous allez regarder le mois de mai, vous voyez que le début du mois de juin est ici, et la fin du mois de mai se retrouve dans cette zone-là. Et qu'est-ce que vous avez dans cette zone-là? Vous avez ceci. Alors ça ne dit rien, mais, et vous voyez que ici, vous avez ce qu'on appelle l'Orion, mais qui est une émanation d'Osiré. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça là, c'est quelque chose que l'on a négligé. Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est ce qu'on appelle Aldébaran, c'est-à-dire une étoile gardienne du ciel, mais qui est particulièrement rouge. Au point que, par exemple, dans certaines traditions, on l'a assimilé à Lucifer. Donc l'énergie de Lucifer, voire, vous voyez, l'énergie, donc ici en Roumanie, on associe même fait comme un porc qui s'occupe des porcs et compagnie. Donc c'est-à-dire quelque chose de particulièrement agressif et nocif. Bon. Et on voit ici, donc, vous avez ici, donc ce triangle-là, qui existe aussi étrangement chez nous. Et vous voyez que ici, la constellation d'Orion, effectivement, était perçue comme la constellation d'Osiré, ça, vous voyez, comme disaient les anciens, qui était cette constellation. Et regardez une chose, c'est-à-dire que il y a dans la nature de cette étoile, vous voyez, les anciens avaient repéré la nature de chaque étoile. Par exemple, Aldébaran est de la nature de Mars, d'après Ptolémée. Et Mars, c'est quoi? C'est la divinité de la guerre. Vous voyez l'affaire? Donc Mars, c'est la divinité de la guerre. Donc, il y a quand même une chose qui est quand même assez particulière, c'est-à-dire de voir que tous nos problèmes se déroulent au mois de mai, et particulièrement quand le soleil arrive au niveau de l'œil d'Aldébaran, du taureau. Vous voyez l'affaire? Bon.
Maintenant, chose particulière, c'est que regardez, en fait, Aldébaran, c'était l'association entre Hérou et la vache. Vous voyez, l'œil droit d'Horus et la vache à tort. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc, c'est-à-dire que le mythe de ce taureau blanc Aldébaran, qui est une émanation totémique de Zeus, vient d'une tradition ésotérique africaine, où cet œil-là représentait Hérou et la vache, c'était la vache à tort. Donc, vous voyez, cette constellation est considérée comme celle qui confère l'illumination. Voilà une chose. Vous voyez, donc Aldébaran signifie le poursuivant en référence à la manière dont l'étoile semble suivre l'amas de Pléiades dans leur mouvement Neptune. Elle est avec Antares, Régulus et Fomalhaut, c'est-à-dire les 4 étoiles gardiennes du ciel. Vous voyez, l'une des 4 étoiles royales, pas des Perses, parce que les Perses à l'époque là, ça n'existait pas, en 3000. C'est les Élamites qui étaient là, et encore, ils n'avaient pas encore accédé à l'écriture. C'est un savoir de l'Égypte. Vous voyez, et regardez l'étoile du ciel, l'équinoxe de printemps. Donc, chose que nos ancêtres avaient réglée avec la précision. Maintenant, regardez ceci. Ce qui est important, c'est de voir que si on prend la pyramide donc de Khufu, on voit qu'elle est normalisée, oui, par rapport aux 4 points cardinaux, mais par rapport aussi, les angles pointent précisément les étoiles gardiennes du ciel. C'est les étoiles gardiennes du ciel, c'est-à-dire Aldébaran. Donc, vous voyez Taureau ici, et Antares qui va se trouver dans Scorpion, et Fomalhaut et Régulus. Mais pourquoi ces choses-là, qui ont l'air d'être comme ça, sont extrêmement graves? Parce que le Scorpion est interchangeable avec l'aigle. Et l'aigle a été associé à la force américaine. Voilà pourquoi ils ont repris Hérou sous la forme de l'aigle. Et regardez bien ici, pour ceux qui lisent un minimum les Médous, ici vous avez la Matsu Edge. Donc ici vous avez Edgy, ça veut dire la force. D'accord? Et qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez les flèches. Et ici, vous avez le Néfer, donc Népheri, c'est-à-dire la bonté, la paix, l'apaisement. Et qu'est-ce que vous avez ici? Les rameaux d'olivier. Donc vous voyez bien que les gens qui ont fait ça, et regardez la tête qui regarde dans le même sens, enfin tout, c'est évident que les gens qui ont fait ça, cette équation ésotérique-là, a son fondement dans ça. Mais la raison pour laquelle on a remplacé le faucon par l'aigle, c'est pour pouvoir être en accord avec l'étoile gardienne du ciel. Donc voilà comment une nation, devant vos yeux, fait un arrimage cosmotellurique. Ce que la France a fait contre nous. C'est-à-dire la France a fait un arrimage cosmotellurique. Et les Américains ont fait la même chose. Maintenant, vous allez voir quelque chose. La question c'est, Omotunde, est-ce que tu es sérieux ou est-ce que tu divagues? Aldébaran, premier essai atomique français dans le Pacifique. D'accord? C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Ça veut dire que là, même si vous voulez dire qu'il n'y a pas de lien, les faits vous montrent que de toute façon, il y a un lien. Parce que ce n'est pas un hasard si le premier essai atomique français dans le Pacifique s'appelle Aldébaran. D'accord? Bon, on continue l'enquête. Pièce à conviction numéro 25 de votre livre. Des cultes et des orientations. Voyez-vous, la chose c'est que on a orienté toutes les églises vers l'Est, pratiquement, à peu de choses près, qui fait que quand les gens sont dans le culte, ils ne savent même pas qu'ils sont orientés vers l'Est. Mais tout le monde va garder ce point-là pour envoyer de l'énergie à l'égrégore chrétien. Chez les musulmans, ils vont regarder en direction de la Mecque. Donc tout le monde va envoyer de l'énergie à leur égrégore dans la même direction. Chez les juifs, c'est la même chose. Et pourtant, voyez-vous, quand on a fondé les centres théologiques de la connaissance, il n'y avait rien qui était fait au hasard. On a un axe sud-nord, vous voyez, donc on vient du sud, on remonte vers le nord. On a un axe est-ouest, c'est-à-dire que les gens sont enterrés, les souverains de la vallée des rois, ils sont enterrés donc du côté ouest, mais la vie se déroule du côté est. Donc ce qui montre bien qu'on n'a jamais été des négligents par rapport aux 4 points cardinaux. Parce qu'on aurait pu faire ça, on dit, bon, ben, combien de la place là, on va faire ça par là. Mais non, regardez. C'est-à-dire que
on arrive à une génération de descendants de ces gens-là qui n'ont pas compris que les points cardinaux sont des clés qu'il faut arrimer aux points cardinaux cosmiques. Parce qu'il y a un alliage cosmotellurique et qui te permet de bénéficier d'une énergie qui fait que tu es indominable. Et pour te dominer, il faut te couper de ces énergies-là. Il n'y a pas d'autre solution. Vous voyez? Donc la chose qui se passe, c'est que les anciens qui regardaient vers le sud ont commencé aussi à prendre le soleil comme fondement. Pourquoi? Parce que déjà, aucun homme ne pourra toucher le soleil, y poser les pieds. Donc ça demeurera éternellement le symbole le plus pur de toutes les traditions. Et quand il dit qu'il faut adorer Ré, vous voyez, le matin à l'horizon oriental du ciel, le vieux là, quand il fait ce texte là dans les textes des pyramides, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Parce que nous-mêmes, je dirais, on a vu que, pour vous dire les choses, vous savez, il y a des choses qui sont un peu particulières, mais il faut quand même pouvoir s'échanger des connaissances. Lorsque Cla dit tout est vibration, vous ne pouvez pas imaginer à quel point tout est vibration. Un événement qui doit vous arriver ne peut vous arriver que si vous êtes à une fréquence égale ou en dessous de cet événement. Si vous êtes à une fréquence au-dessus de cet événement ne peut pas vous arriver. Tout à fait. Vous voyez l'affaire? Oui. Je vous dis, mais c'est des choses à un moment, tu es obligé d'écouter l'ancien et je dis, mais expérimenter. Moi, j'ai vu des gens, voyez-vous, venir à Nija, me dire, il y a